évoquer avec vous, c'est celui de la loi Allure. Alors, la loi Allure, c'est pareil, on ne va pas développer ce soir la loi Allure, parce que je pense que d'abord ça n'intéresse pas tout le monde, et ensuite ce sera un peu long. Mais la loi Allure est venue, toujours pareil, dans une boîte à outils, on va dire, de l'État pour produire du logement social du logement et du logement social de manière vraiment importante, puisqu'il y a une réalité, un besoin en France. La loi Allure est venue bousculer, on va dire comme ça, hein, le code de l'urbanisme, bousculer les règles, puisque je vais vous donner deux exemples que plus ou moins tout le monde sait ce qu'était le COS, le coefficient d'occupation du sol. Vous aviez un terrain qui faisait 1500 mètres, vous aviez un COS qui était à 0,10, vous aviez le droit de construire 150 mètres. Je fais court, mais c'était ça. Et ça a toujours été ça, et c'était les fondements un peu aussi du droit de l'urbanisme. Bon. Et c'était aussi ce qui permettait de gérer dans un document d'urbanisme, quand vous voyez un grand plan d'urbanisme avec des zones, avec des noms barbares, U, à l'époque NB, UD, UB, UC, eh bien on différenciait le paysage, voilà. En centre urbain dense, on était sur pratiquement 100 mètres carrés de parcelle, 100 mètres carrés de constructibilité sur 1, 2, 3 étages. Dès qu'on s'éloignait du centre-ville, on était sur 1000 mètres carrés de parcelle, une maison, sur 1500 mètres carrés, une maison, puis plus on s'éloignait, par exemple au Rio, on était sur 2000 mètres carrés ou 4000 mètres carrés de parcelle, on avait une maison, mais il fallait avoir une très grande parcelle, et le COS était tout petit. Aujourd'hui, la loi Allure, elle est venue notamment supprimer ce COS, en disant, puisqu'on veut bâtir, on enlève le COS, il n'y en a plus. Alors, vous allez me dire, c'est efficace. Sauf que ça aboutit quelquefois à des aberrations. Parce qu'il arrive que l'on ait toujours la règle de la superficie. Alors la règle de la superficie minimale, elle a été supprimée par une autre loi précédemment, mais elle a été quand même réintroduite par certains conseils municipaux et dans certains PMU. Mais par contre, on avait quelquefois une emprise au sol alors, si j'avais un terrain de 1000 mètres carrés, par exemple, je pouvais avoir une emprise au sol simplement de 150 mètres carrés. D'accord? Mais je peux faire, par exemple, R+2. Et puis, j'ai plus de COS. Alors, si je caricature un tout petit peu, je peux faire une tour. Enfin, voilà, la forme urbaine que va donner la suppression du COS, puisque je peux faire ça va donner une tour. Bon. Donc, on est aujourd'hui avec un PLU qui avait ses propres règles, emprise au sol, coefficient de végétalisation, etc., et qui, tout d'un coup, se voit supprimer une règle, comme tous les PLU, hein, c'est pas juste celui de Vence. Donc, ça déséquilibre complètement, comment dirais-je, l'application de la règle pour mettre en œuvre un projet. Alors, il y a un autre élément, il n'y a pas que le COS, bien sûr, il y a aussi aujourd'hui, on peut diviser les terrains. Donc, en pratique, vous aviez un terrain qui faisait 1500 mètres carrés, vous aviez le droit d'y faire une maison. Aujourd'hui, je ne devrais pas le dire comme ça, mais presque, vous pourriez me dire, moi j'ai décidé de faire 3 maisons sur mon terrain, donc je vais vous diviser mon terrain par 3, et vous allez nous apporter à l'urbanisme une demande de division de terrain. Donc, je vous ai réunis aussi pour vous dire que je vous refuserai beaucoup de demandes de division de terrain. C'est pas parce que je ne veux pas que vous fassiez une bonne affaire, ni que vous logiez vos enfants et tout ce que j'entends toute la journée, mais c'est parce que je suis aussi là, nous sommes aussi là, pour garantir un peu le paysage de Vence, l'aspect de la ville. Voilà. Alors on va essayer de trouver un moyen terme entre ce que veut la loi Allure, c'est-à-dire multiplier le logement partout, la réalité du territoire vensois, c'est-à-dire des routes quand même, somme toute, assez improbables, souvent très étroites, souvent sans trottoir, très peu de transports en commun. On l'a dit tout à l'heure, peu d'équipements publics et peu d'emplois. Voilà, on n'est pas là pour faire exploser la démographie de Vence. Par ailleurs, on a une topographie qui est quand même très particulière, où on a beaucoup de terrains, je vois là, des gens qui sont devant moi qui vont comprendre de quoi je parle, avec des terrains qui sont en pente,
Et j'ai des gens qui viennent me dire, voilà, j'ai une maison sur un terrain qui fait 1200 mètres carrés, j'ai décidé de vendre la moitié de mon terrain pour faire une deuxième maison, en se disant ça va être évidemment un peu le jackpot, sauf que la moitié du terrain, c'est un mauvais talus, ça ressemblera à rien, et c'est compliqué d'y faire une maison. Donc, je l'ai dit aux agents immobiliers, je l'ai dit aux architectes, je voulais aussi vous le redire ce soir, nous serons très vigilants sur les demandes de division. Il y a les autorisations de voirie, il y a la réalité du paysage. Voilà, il y a des divisions qu'on va accepter, puis il y en a qu'on n'acceptera pas parce qu'on considérera qu'elles vont porter atteinte au site, au caractère du site, au paysage, etc. Alors, pour l'instant, pour être tout à fait honnête, on a une boîte à outils avec le PLU qui est assez limitée, puisque le PLU a été fait, bon, le maire l'a dit tout à l'heure, pas par nous, donc déjà, c'est pas exactement le PLU tel que je l'aurais voulu, mais il existe, et en plus, il est chamboulé par la loi Allure qui vient supprimer complètement des règles qui avaient été mises dans ce PLU. Donc, nous avons entamé depuis déjà plusieurs mois avec les services de la métropole, puisque vous le savez peut-être, la métropole a la compétence urbanisme. Donc, je siège à la métropole ainsi que le maire et Simon Pédurier. Nous sommes 3 élus métropolitains et je siège à la métropole et je suis vice-présidente de la commission d'urbanisme pour l'ensemble du territoire de la métropole. Donc, à la métropole, nous avons demandé une modification du PLU qui a été validé en 2013. Elle est en cours, c'est long, il y a des procédures. Il y a d'abord l'analyse de tout, et il faut qu'on donne tout ce qu'on veut. Et ensuite, il y a la procédure avec les délais réglementaires, l'enquête publique, enfin tout ce que vous savez peut-être, qui fait que, bon, en gros, il faut une grosse année, il faut une année pardon, pour pouvoir aboutir, avec les délais qui sont ceux de la métropole et des bureaux d'études. Donc nous avons entamé une modification du PLU qui avait été validée en 2013 pour pouvoir rajouter des règles qui vont nous permettre quelquefois de favoriser des projets, de favoriser la constructibilité dans les zones dont nous pensons qu'elles ont vocation effectivement à accueillir peut-être quelquefois davantage d'habitants qu'elles n'accueillent aujourd'hui, ou en tout cas des constructions un peu plus importantes que ce qu'elles autorisent aujourd'hui. Et par contre, nous allons également mettre des règles pour qu'on ne se retrouve pas avec des bâtiments qui n'ont qu'une forme, parce qu'on ne pourra pas les refuser parce qu'ils correspondent aux règles, mais n'ayant plus de COS, l'application des règles moins le COS donne une forme urbaine qui est complètement absurde. Voilà, donc sur la modification du PLU, encore quelques mots. On a été sollicité assez souvent pendant la campagne, mais aussi depuis, bien sûr, par des gens qui nous font des observations. C'est aussi le sens de ces réunions publiques et j'espère que tout à l'heure vous aurez des choses à nous dire. Moi je crois beaucoup à l'expertise d'usage et je crois beaucoup que vous avez, parce que vous avez des terrains et que vous avez des besoins et que vous avez quelquefois été confrontés dans nos services à une difficulté technique d'application d'une règle, je vois des architectes dans la salle qui quelquefois me disent cette règle-là elle est trop contraignante, ça nous empêche d'être imaginatif. Donc je voudrais que la modification du PLU elle soit aussi un peu la vôtre. On a commencé à travailler avec les professionnels. Par exemple, il y a des secteurs où on a une emprise au sol qui est à 0,10. Bon, on se dit, est-ce que c'est bien pertinent aujourd'hui, sur des terrains qui sont très vastes, de n'autoriser que 10% d'emprise au sol pour une construction? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre 15%, parfois 20%? Par contre, est-ce qu'il ne faut pas être très vigilant sur certains secteurs où, au lieu de laisser s'étaler des lotissements avec 10 maisons, 10 piscines, 10 garages, 10 voies d'accès, eh bien peut-être un petit collectif sous forme d'une bâtisse un peu de type bâtisse carrée provençale, un peu plus grosse qu'une maison individuelle, dans laquelle il y aurait autant de logements, mais une seule piscine, une seule voie d'accès, puis par contre un parc autour. En termes de paysage urbain, c'est quand même une réflexion qu'il faut qu'on mène. Voilà, donc on va modifier un certain nombre de règles. Je vous le dis aussi, il y a pas mal de gens qui ont été confrontés au glissement de terrain l'année dernière, et puis bon, depuis des années, mais l'année dernière particulièrement, avec notamment des murs de soutien au-dessus de voiries qui sont partis, on en a vu partout dans la ville. On a souvent un problème parce qu'on impose dans les services de l'urbanisme des murs en pierre parce qu'on ne veut pas de béton.
et quand vous vous promenez dans Vence, je crois que vous êtes content de voir davantage des murs en pierre que des murs en béton. On va revoir la règle qui interdisait strictement les enrochements. Parce que c'est vrai qu'un enrochement, alors pas avec des pierres qui font la moitié de la salle, mais avec ce qu'on appelle des moellons, enfin des choses qui sont à peu près à l'échelle de, non pas ce qu'on pourrait porter, je ne veux pas être prétentieuse, mais en tout cas qu'on pourrait embrasser comme ça, voilà. Bon, c'est quand même 4 ou 5 fois moins coûteux qu'un mur de pierre et rapidement mis en place, et quand même beaucoup plus esthétique dans le grand paysage qu'un mur de béton. Donc, on est par exemple en train de revoir cette règle-là pour permettre de manière mesurée et un peu dans la dentelle. Je vois M. Tesser qui fait les gros yeux parce qu'il m'a déjà dit c'est pas à vous de dire la règle, c'est à l'architecte d'être imaginatif. Je sais. Mais on va mettre les enrochements et puis on sera un tout petit peu sévère parce que tous les architectes n'ont pas votre talent en réalité. Voilà. Donc, voilà. Et donc, c'est des exemples de la modification de PLU. On ne pourra pas, dans cette modification de PLU, modifier des choses importantes ou très substantielles. C'est interdit par la loi. La loi prévoit que pour modifier de manière importante, par exemple si je voulais créer une zone d'activité industrielle au milieu de l'ARA, un exemple, il faudrait réviser le PLU. Donc, on ne peut pas le faire dans une modification. Il y a des habitants de l'ARA. Bon, non mais voilà, je vous donne cet exemple. De la même manière, on ne peut pas dans un PLU, dans une modification de PLU, supprimer un espace boisé classé. Ça fait partie des révisions. Ce sont deux procédures différentes. Et la révision du PLU, elle, c'est un peu une refonte du document. Alors peut-être que ça aboutit à pas grand-chose de différent. Le PLU de Vence a été révisé en 2013. Il y a eu une procédure de révision qui a duré 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus. Cette procédure de révision elle a changé beaucoup de choses, mais elle n'a pas changé des choses très fondamentales sur Vence. Mais elle a changé beaucoup de choses parce que, voilà, en 20 ans, en 15 ans, les besoins sont les besoins, etc. Donc, il y aura une révision du PLU. Elle est d'ailleurs entamée. En même temps que la procédure de modification que je vous ai expliquée pour des petites choses sur lesquelles je vous attends si vous avez des éléments à me donner, il y a une procédure de révision. Celle-ci, depuis que nous sommes passés en métropole depuis 2 ans, cette procédure de révision ne peut plus être la révision du PLU de Vence. C'est la révision du PLU de toutes les communes de la métropole. Et donc, d'ailleurs, si je trouve ma petite feuille, vous l'avez, actuellement, les communes de la métropole ont... Allez, je vous laisse chercher. De mémoire, je crois, il y a 28 PLU sur les 49 communes de la métropole. Donc, le prochain PLU de Vence, à part la modification, vous avez bien compris qu'on va opérer, le PLU révisé, la mise en révision qui a été faite, elle a été faite par la métropole. Toutes les communes ont délibéré, on a délibéré il y a quelques mois, pour dire que nous engagions la réalisation d'un PLU métropolitain. On n'a pas le choix, de toute façon. C'est une obligation légale, puisque nous sommes en métropole. Et l'ensemble des communes travaillent à la métropole, avec les représentants des communes à la métropole, sur l'élaboration de ce futur PLU. Alors, inutile de vous dire que nous avons des territoires un peu éclectiques et que l'exercice va être compliqué. Mais bon, j'attends de voir. On nous a annoncé 2017. Très sincèrement, je suis un peu sceptique sur les délais. Je pense que 2017, ça me paraît vraiment très court pour arriver à faire un PLU sur 49 communes. Aujourd'hui, vous avez 26 communes qui ont un PLU, je ne dirai pas lesquelles, mais vous avez une petite idée peut-être. 8 communes qui sont encore en POS, 8 communes qui sont avec ce qu'on appelle des cartes communales, c'est-à-dire un document d'urbanisme un peu plus léger, et 7 communes qui n'avaient aucun document d'urbanisme et qui sont à ce qu'on appelle le règlement, enfin, qui sont assujetties à ce que l'on appelle le règlement national d'urbanisme. Voilà, donc il y en a 7, c'était des petites communes, mais pas seulement, puisqu'il y a quelques années encore, il y a 3 ans, la ville d'Antibes
était depuis 30 ans au Règlement national d'urbanisme. Il n'y avait pas de poste ni de PLU. Donc vous voyez, ce n'est pas que les petites communes à qui ça arrive. Donc nous avons commencé à mettre en place la révision de notre PLU dans le cadre de l'élaboration du PLU métropolitain. J'espère que c'est clair. Pas très évident, hein, c'est un peu technique. Ça veut dire aussi que ce que vous aviez l'habitude de vivre en élaboration de PLU, l'obligation de concertation, de réunions publiques, de réunions spécifiques, etc., on fera la même chose. On fera même, si possible, plus. Voilà. Donc ça, c'est bien clair. Chaque fois qu'il y aura du nouveau, on fera une réunion avec vous pour vous expliquer où on en est dans la procédure. D'ailleurs, ce soir, je ne sais pas si vous avez des slides là-dessus sur les délibérations ou sur l'avancement. Donc il y a un groupe de travail à la métropole dans lequel, bien sûr, nous siégeons. Hein. Le micro remarche. Merci pour ma voix. À la métropole, donc il y a un groupe de travail. Ce groupe de travail dans lequel nous sommes, qui réfléchit depuis le départ, c'est-à-dire quelles sont les modalités de concertation avec la population. Nous avons délibéré en ville. Chaque ville délibère et ensuite le conseil métropolitain délibère avec les avis de toutes les communes. Voilà. Nous allons élaborer également une charte pour la concertation sur le PLU métropolitain, parce que vous imaginez bien quand même qu'il y a pas mal de gens qui sont inquiets en se disant c'est la métropole qui va faire un PLU, etc. Donc voilà. Sachez-le, nous sommes présents à chaque réunion et nous sommes même présents en dehors de réunions officielles régulièrement dans les services de la métropole, et les services de la métropole sont présents dans les avances. Je pense qu'il y a déjà eu au moins une dizaine de réunions avances avec les différents services de la métropole en quelques mois. D'ailleurs, ils nous ont dit, voilà, heureusement, toutes les communes ne sollicitent pas autant. Très bien, Vence est la 4e ville de la métropole. Vence est une ville. Vence n'est pas un village du moyen pays, avec tout le respect que je porte au village. Vence est une ville avec les caractéristiques d'une ville, avec les besoins d'une ville, avec les équipements que devraient être ceux d'une ville, et en plus de servir les Vensois, Vence sert et dessert aussi un certain nombre de villages alentours. Donc nous avons les besoins d'une ville de 30 000 habitants et non pas ceux d'un village du moyen pays. Donc ça, la métropole a bien entendu. On les sollicite régulièrement. Il y a eu encore une réunion il y a quelques jours avec le maire et le service financier de la métropole. Je crois que, en tout cas en matière d'urbanisme, et il m'a été proposé de prendre la vice-présidente de la commission, je pense que nous serons extrêmement présents dans la discussion. Nous avons d'ailleurs été, je crois, la seule commune à faire des observations sur la première phase du PLU, c'est-à-dire les documents qui fixent les objectifs du PLU métropolitain. Nous sommes intervenus et quand nous avons délibéré en conseil municipal, nous avons dit « OK, sous réserve de ». Et il y avait toute une liste de réserves parce que même si nous sommes dans une métropole, même si les services de la métropole sont importants et puissants et en tout cas bien structurés, plus que ceux des villes, évidemment, qui composent la métropole, il est essentiel que ce soit les élus qui gardent la main sur le document d'urbanisme et pas les services de la métropole. Et le risque dans ce genre de grosses structures, c'est que quand vous avez des services qui sont extrêmement bien structurés et avec des gens qui sont de grande qualité, eh bien, c'est que finalement, les élus deviennent une chambre d'enregistrement des décisions qui sont prises par les services. Ce ne sera pas le cas sur Vence. Je ne sais pas comment ça se passera ailleurs, mais ce ne sera pas le cas sur Vence. Nous ne sommes pas une chambre d'enregistrement des décisions qui seraient prises par les services de la métropole. Nous souhaitons être acteurs de notre PLU. Je connais bien ce sujet que j'ai fait, puisque j'avais fait le PLU 98. Ensuite, M. Marchot a fait un poste qui a été... J'avais fait le poste de 98. M. Marchot a fait un poste qui a été annulé par le tribunal administratif pour des raisons de forme. Donc on est revenu au poste de 98, qui était en vigueur jusqu'en 2013. Donc voilà. Le PLU métropolitain, je crois qu'encore plus parce qu'il est métropolitain, il nécessite toute notre attention, toute notre énergie, et nous serons vraiment acteurs de ce PLU. Donc aujourd'hui, il y a eu une première décision qui a été prise, qui était
celle de la manière dont les communes allaient collaborer et allaient pouvoir travailler ensemble justement avec les services sur l'élaboration de documents. Nous avons à cet effet participer aux réunions et faire un certain nombre de remarques. Puis il y a eu le deuxième élément, c'était les objectifs du PLU. Parce que quand vous faites un PLU, la loi prévoit que vous faites telle phase, telle phase, telle phase, telle phase. C'est une obligation. Il y a une forme du document qui est obligatoire. Donc les objectifs, on les a corrigés, on les a amendés. Je vous donne un exemple. La proposition globale par les différentes... par les services, c'était il faut conforter les transports en commun sur le territoire métropolitain. Eh bien, la ville de Vence ne souhaite pas que l'on conforte le transport en commun, parce que si demain on ne faisait que le tramway, on aurait conforté l'offre de transport en commun. Ce que l'on a demandé, c'est que l'on rééquilibre sur le territoire l'offre de transport en commun. Je pense que vous comprenez bien la nuance, et que d'ailleurs on a eu du mal à la faire passer. La nuance, elle a du sens, parce que les objectifs qui sont inscrits dans un PLU, quand le juge regarde s'il y a un contentieux, le PLU, il regarde si demain la déclinaison qui est faite dans les documents du PLU correspond bien aux objectifs. Donc il était important que sur les objectifs, la ville de Vence soit aussi présente, et je vous donne un exemple, mais il y en a eu 10 autres, interviennent sur ce sujet. Donc, sur le PLU, aujourd'hui, on a une charte qui est en cours d'élaboration, une charte qui va un petit peu fixer... c'est un projet de charte, donc je ne vais pas vous le mettre à l'écran, bien sûr, puisqu'il n'est pas encore validé par les autres communes et ce ne serait pas très fair-play, mais il y a un projet de charte de concertation. Alors, la concertation, c'est une obligation légale, de toute façon, sachez-le. Si la concertation n'est pas faite sur un plan ou sur un programme, etc., c'est un motif d'annulation. Hein, voilà, donc je vous le dis. Hein, c'est un risque contentieux important. Et puis, en plus, je trouve que ne pas concerter, c'est se priver quand même du retour d'expérience du terrain. Donc, nous avons été aussi vigilants sur les modalités de concertation, comment la métropole va donner l'information aux Vensois, parce que c'est la métropole qui va organiser la concertation. Alors, ne soyez pas surpris si vous voyez de temps en temps que les réunions publiques, ou pas les réunions publiques, les documents seront présentés à Nice et sur le lieu de la métropole, qui seront mis à disposition des communes, et que le site de la métropole, vous pourrez trouver le PLU ou le projet de PLU sur le site de la métropole. Ça n'est pas parce que la métropole ne veut pas qu'il soit dans les autres communes. Pas du tout. C'est simplement parce que quand on élabore une procédure de concertation, elle est elle aussi obligatoire. On écrit la règle, donc ensuite il faut qu'on s'y tienne, et que toutes les communes n'ont pas un site internet, parce qu'il y a quand même des villages dans la métropole, et que toutes les communes n'ont pas une salle qui va pouvoir accueillir l'exposition. Donc ça veut dire qu'au minimum, Nice et les services de la métropole présenteront le sujet. Mais toutes les villes où c'est possible, comme nous, on le fera. Hein, donc ne vous formalisez pas si vous lisez qu'il est prévu que ce soit sur le site de la métropole. Ce sera évidemment sur le site de la ville. Il y aura un renvoi sur le site de la ville, renverra sur le site de la métropole, mais en tout cas, c'est juste parce qu'il faut une équité entre les citoyens et qu'il y a des communes dans lesquelles il n'y a pas de site internet, c'est la seule raison. Voilà. Sur le PLU, donc, je vous rappelle les phases du PLU. Quand il y aura eu, les objectifs sont définis maintenant, nous allons les voter bientôt en conseil métropolitain. Ensuite, il y aura une phase de diagnostic du territoire. En général, c'est la phase la plus facile, sur laquelle tout le monde s'accorde à peu près, le diagnostic, hein, avec les manques, les difficultés, les faiblesses, les atouts, voilà. Ensuite, il y a une phase qu'on appelle le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, qui est un petit peu, le projet de ville à l'échelle d'une commune ou le projet de métropole, voilà. C'est celui dans lequel on écrit les grandes lignes du projet. Hein, voilà, on va vouloir, je dis n'importe quoi, développer à l'ouest tel et tel type d'agriculture, développer au nord des transports en commun, voilà. Donc on décrit le projet de ville. Il est important parce que lui aussi, si ensuite on ne le respecte pas dans les documents qui suivent, on est attaquable.
après ce PADD, il y aura à chaque fois une phase de concertation. Hein. Après ce PADD, il y aura le règlement que vous avez quand vous avez un projet à faire, hein, avec les articles, le règlement, et le zonage qui va avec le règlement, la zone A, la zone B. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de PLU pour que ce soit clair? Et des lunettes peut-être. Donc, voilà. Vous êtes déjà à septembre 2015, alors ça fait un peu vite. Donc en septembre, et on y est, délibération du Conseil métropolitain, donc c'est fait. En mars 2015, élaboration du diagnostic, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc il y aura un diagnostic en mars. Je sais pas comment ils font. Il y aura entre mars et... Alors ils ne nous ont pas donné de date, ils ont été prudents. Entre mars et... il y aura l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Ensuite, parallèlement, en septembre, il y aura le groupe de travail pour examiner le diagnostic et le projet de PADD qui seront soumis à concertation. Ensuite, en principe, en novembre 2015, il y aura un débat en conseil municipal dans chacune des 49 communes sur les orientations que donne ce projet d'aménagement et de développement durable, ce que je vous disais tout à l'heure, tel secteur de l'agriculture, tel secteur du développement économique, etc. Des séances de travail dans chaque commune pour établir un avant-projet de PLU et le fameux règlement et zonage. Donc voilà, le zonage, ce sont les zones que vous voyez avec des lettres, et le règlement, je ne sais pas si on a un exemple, le règlement c'est article 1, sont interdites ou sont autorisées telles occupations du sol, hauteur des bâtiments, etc., etc. Voilà, donc vous imaginez que c'est déjà un travail compliqué à l'échelle d'une ville, donc à l'échelle d'un territoire métropolitain, je pense que ça va être quand même particulièrement compliqué. En tout cas, vous pouvez être sûr que nous serons très présents dans l'élaboration de ce document, et nous le sommes déjà par anticipation. Voilà pour le